Dans la grande crise qui pointe le bout de son nez, certains pensent que l'Allemagne va nous octroyer, d'ailleurs, la mutualisation des dettes. Et malheureusement, ils se sont fait envoyer une fin de non-recevoir par la Cour constitutionnelle allemande. Premièrement, ce n'est pas la première fois. Les arrêts de la Cour de Karlsruhe, alors, la Cour de Karlsruhe, il faut que vous compreniez ce que c'est. C'est une création des juristes américains sur la constitution dite démocratique qu'ils ont donnée à la colonie allemande d'Allemagne de l'Ouest. D'accord ? Les Allemands eux-mêmes, en réalité, les Allemands ont eu relativement peu de prise sur leurs institutions constitutionnelles parce qu'en fait, ces institutions étaient pensées pour contraindre la germanité, pour éviter d'avoir à revenir coller de baffe aux Allemands en cas de grosse déconnade, ce que ce peuple est capable de faire à intervalles réguliers. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Cour de Karlsruhe, d'abord, dit que la loi fondamentale allemande, ce qu'elle avait déjà dit, est supérieure aux normes communautaires. Nous, je rappelle que c'est les fameux arrêts Jacques Vabre, puis Niccolo, puis Safran et autres. Nous, la France, c'est de dire le bloc de constitutionnalité est supérieur, mais quand il est en contravention avec un engagement international, on doit le changer. Alors qu'en réalité, la logique élémentaire voudrait de dire, donc ça veut dire qu'il n'est pas supérieur, vu que c'est lui qui doit plier. Voilà. Nous négocions notre constitution, les Allemands n'en ont pas envie, et donc, surtout, on rappelait les obligations que la mutualisation, que toute mutualisation budgétaire devrait passer devant les fourches codines du Parlement allemand. Ce qui impliquerait d'ailleurs que des pays farceurs, je pense aux pays scandinaves, je pense aux Pays-Bas, feront, si la BCE est obligée d'aller se prosterner devant le Bundestag, feront la même chose. En réalité, l'Allemagne n'a, l'équation de la zone étant toujours la même, c'est-à-dire l'Allemagne paiera ou la zone mourra, pour une raison, c'est que l'Allemagne a utilisé la zone pour piller ses principaux clients. C'est donc une zone totalement déséquilibrée, et l'Allemagne veut le beurre et l'argent du beurre. Pour une richesse, je le rappelle, qu'elle n'a pas créée, qu'elle a déporté, vieux souvenir, des pays du Sud vers elle. Dans l'ordre, Espagne, France et surtout Italie. Manque de bol, Angela Merkel promet, suite à une proposition de collaboration des autorités françaises, j'emploie collaboration à dessein, Angela Merkel accepte de donner des miettes, c'est repris dans le fameux plan communautaire. En réalité, Angela Merkel gagne du temps, parce qu'elle sait que l'élection de ceux qui va la suivre à la CDU se fera contre ce plan, parce que sinon c'est l'AfD et le camp libéral qui se sortiront renforcés. Donc pour l'instant, les trois candidats à la succession d'Angela Merkel sont, disons, populistes, au sens, là pour le coup, que certains pourraient juger mauvais du terme, sur cette question-là. C'est-à-dire, non, nous ne rendrons pas l'argent qu'on a piqué, parce que c'est ça la martingale. Et elle, contrairement à ce que disent certains agents francophones du pan-germanisme, c'est ça la martingale. Et le grand problème qui se pose, c'est que quand bien même ce plan, ces différents plans et cette mutualisation tout à fait partielle de certaines dettes serait, premièrement, elle ne passera pas le vote, certainement dépend du Parlement allemand. Deuxièmement, elle ne sera pas, disons,
validés par ceux qu'on appelle les 4 frugaux, 4 radins, mais qui sont des pays dépendants diplomatiquement de l'Allemagne, et en réalité, l'Allemagne joue à double jeu. Elle concède quelque chose qu'elle le sait n'aura pas lieu. Pendant ce temps-là, elle gagne du temps parce que faut que vous compreniez que l'Allemagne est au statu quo optimal. C'est-à-dire que la zone c'est-à-dire que soit ça reste comme ça, et ça suit son cours, c'est-à-dire que l'Allemagne continue à piquer un peu à l'Italie, etc. Tout mouvement fera du mal à l'Allemagne. Donc, elle immobilise la situation. De l'autre côté, des pays comme les Pays-Bas, donc paradis fiscal, etc., eux ne veulent pas cotiser, ne veulent pas cotiser face à des pays qu'ils ont contribué à affaiblir, mais de manière tout à fait modeste, au prorata du poids d'un pays comme les Pays-Bas. Donc à la rigueur, eux, je les comprends tout à fait, et je les remercie de ne pas accepter ce plan, qui, je le rappelle, est encore une fois un plan pro-européiste à la Macron, c'est-à-dire que la France aurait donné 3 fois ce qu'elle aurait reçu, c'est-à-dire que nous sommes un peuple saigné par la construction communautaire, il faut être très honnête. C'est-à-dire que on fait la rasade à tous les poivreaux de ce continent. C'est terrifiant. C'est-à-dire tout le monde fait compte commun avec la France, tout le monde a accès à notre chéquier. Bon. Charles-Henri Gallois, que je salue affectueusement, l'avait très bien expliqué, donc on ne va pas y revenir. Et en réalité, bien sûr, l'Allemagne se cache derrière le mythe, mais vous comprenez, nous on ne peut pas, parce que l'inflation est le grand. Parce qu'en réalité, vous comprenez bien, ce que l'Allemagne ne veut pas accepter, ne veut pas affronter, c'est son passé, tout simplement. L'inflation, grosse malheur. Entre l'inflation et Hitler, il y a 10 ans. Ce n'est pas l'inflation qui fait monter les nazis. C'est à la rigueur les réformes austéritaires du chancelier Browning, mais surtout, c'est la volonté profonde du peuple blanc. Désolé. Mais ça, des résistants aux nazis plus ou moins en carton, dont était Konrad Adenauer, ont décidé qu'il fallait bien réécrire l'histoire, et ça a été l'œuvre d'Adenauer et de Erhard. Et donc, il faut éviter toute tentation, disons, inflatoire, même légère, alors qu'en fait, si l'inflation faisait des régimes fascistes, le monde entier aurait connu le fascisme. Parce que toute économie a une inflation légère. Le problème, c'est qu'il y a l'identité pathologique germanique qui n'a rien à voir avec ça. La seule chose, c'est que c'est vrai que souvent, leurs périodes d'ultraviolence sont en parallèle de vagues inflatoires. Mais je n'ai pas d'autre exemple à l'esprit. Donc, ce n'est pas l'inflation qui les rend violents. Ils sont violents et, entre autres, ils ont des périodes d'inflation. Mais bon, vous voyez, pour qu'on maintienne cette illusion identitaire allemande, on essaye de l'habiller techniquement. Sur du vent. Mais bon, ça, si vous voulez, on est en eurocratie, hein, tout le monde ment. Donc, l'Allemagne va certainement utiliser ce temps pour pouvoir vider les réserves de change qu'elle a en rachetant une partie du continent, généralement d'ailleurs en gérant relativement mal parce que les Allemands placent très mal leurs fonds. Ça, pour ceux qui connaissent les études sur les placements rentables, ils sont beaucoup moins doués que les Américains ou les Chinois pour investir intelligemment. Et donc, on va assister à une radicalisation de l'Europe allemande. Et en réalité, le peu que l'Allemagne a concédé, c'est-à-dire pour l'instant rien, vu qu'ils attendent que leur laquais bloque, en réalité, le but ultime est de faire à l'Italie ce qu'ils ont fait à la Grèce, c'est-à-dire de les mettre sous un respirateur artificiel monétaire, qui est typique le MES, et ensuite de les traiter à la découpe comme ils l'ont fait en Grèce. Le souci, c'est que l'Italie, c'est que si l'Italie tombe, entre l'Italie et la Grèce, c'est un rapport, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions économiquement parlant. Et
Le problème, c'est que le système italien a été mis en termes néolibéraux, enfin, par le néolibéralisme européiste à genoux. Je vous rappelle que l'Italie n'a pas fait de gain de productivité depuis 2000, son entrée dans l'euro, que son industrie manufacturière, qui a été l'une de ses grandes forces, s'est effondrée, alors qu'elle est quand même la deuxième industrie de la zone, que l'Italie a vu ressusciter un clivage violent économique entre son nord et son sud, qui est un clivage permanent, mais qui avait commencé à se tasser pendant la période développementaliste de l'Italie dès les années 20-30 jusqu'aux années 80. Donc ce n'était pas encore ça, mais ça avait quand même pris une certaine proportion. Aujourd'hui, l'Italie est objectivement en danger. Son secteur hôtelier va beaucoup morfler, alors que c'est un des secteurs dont elle a impérativement besoin. Ces entreprises sont encore des entreprises familiales à taille réduite qui ont pris des coûts de trésorerie énormes par rapport au confinement et autres, et qui risquent de tomber dans l'escarcelle germanique assez rapidement. Donc, si vous voulez, il y a un piège allemand derrière tout ça, dont l'Allemagne ne profitera pas longtemps, pour une seule raison. C'est que, qu'on le veuille ou pas, l'Allemagne est en train de tuer ses clients. Donc, à nous de savoir, et c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans les pièges que Berlin entend isoler le continent pour en faire une colonie. C'est pour ça que c'est Berlin qui a décidé du maintien des sanctions pour la Russie. Tous ceux qui nous ont raconté des roupies de Sansonnet sur l'amitié germano-russe peuvent aller se rhabiller. Et deuxièmement, tous les théoriciens de Paris, Berlin, Moscou, ce qui ne veut strictement rien dire. Et deuxièmement, c'est surtout l'Allemagne qui essaye de nous éloigner de la Chine. Et je pense qu'il faut savoir raison garder, être viril mais amicaux avec nos amis chinois, et que grâce à eux, nous pourrions aider l'Europe du Sud à mettre en l'air une partie de la machine économique d'Europe du Nord qui a été faite contre nous et contre notre peuple. Donc, je pense qu'il faut bien prendre conscience de ça. Il y a un vrai piège allemand là-dedans. Premièrement, un piège diplomatique, parce qu'ils vont demander encore à la France de donner des gages alors que la fin ne donneront rien, comme d'habitude. Qu'en plus, ces plans européens ne sont rien par rapport aux plans nationaux, et que si nous avions la souveraineté monétaire, nous aurions pu faire en réalité la véritable alternative à cette crise, qui était de garantir par émission monétaire la trésorerie des entreprises, si vous voulez, par émission monétaire. Une émission monétaire, bien évidemment, sans intérêt, mais pour ça, il faut avoir une souveraineté monétaire pleine et entière. Et, si vous voulez, toutes les études que nous avons font état d'une chose, c'est que tout argent que l'État injecte finit par lui revenir. Ça, nous le savons. Et là, pour le coup, ce n'est pas du tout pour faire de la spéculation comme l'injection massive que les banques centrales sont en train de faire pour sauver un système interbancaire qui ne demande qu'à mourir depuis 2008. Ce serait pour maintenir de l'emploi réel, d'économie réelle. Il y a un moment, il faut savoir prendre des risques, et comme disait Roosevelt à ses conseillers, faites quelque chose, essayez quelque chose. C'est les bases du néo-chartalisme. Donc, simple. Et surtout, les plans européens, premièrement, nourriront toujours les gros, et deuxièmement, arriveront toujours trop tard. Je vous explique pourquoi. Quand vous déversez du pognon, vous avez un choix. La meilleure comparaison, c'est que le jardinage. Vous voyez, vous avez un parterre de fleurs. Voilà. Vous avez des plantes vertes, vous avez
Marlène Schiappa, donc des plantes grasses, et vous arrosez. Bah, soit vous arrosez intelligemment, soit vous arrosez pour rien, donc vous faites de la déperdition d'eau. Simple. Quand on arrose intelligemment, on a un plan. Parce que le plan permet l'allocation de richesses dans des parts de l'économie qui en ont besoin, permet les grandes orientations par les entreprises publiques ou par certains groupes privés qui ont une délégation très encadrée. Et donc, les PME, TPE, exactement comme les petits poissons qui bouffent sur le dos de la baleine, se greffent, ce qui donne aux entreprises prévisibilité, assurance et donc pérennité des investissements. Quand vous n'avez pas un outil comme celui-là, qui peut tout à fait d'ailleurs se lier avec les règles de la finance de marché, hein, vous n'êtes pas obligé de faire un plan type quatrième plan. Hein. Vous pouvez tout à fait faire un fonds souverain avec d'ailleurs des règles financières tout à fait proches de la finance actuelle et utiliser cette allocation de richesse pour pouvoir frapper au mieux avec le minimum de déperdition et le minimum de temps. Alors que là, le temps de mettre en place tout ça, je peux vous assurer que l'argent européen arrivera bien après la crise et le mal aura déjà été fait. D'ailleurs, n'oubliez jamais, hein, c'est de l'argent européen, c'est rien de plus que de l'argent soit venant des marchés financiers emprunté en commun grand maximum, soit surtout c'est de l'argent que nous avons déjà perdu. Donc, si vous voulez, tous ces gens-là vivent sur notre dos. C'est notre pognon à la base. Bon. Et notre pognon, je suis désolé, nous on le gagne pour les nôtres. Pas pour faire la rasade à tout ce continent. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que économiquement, ces plans n'auront pas de retour positif sérieux. Pour une raison, c'est qu'ils arrivent, c'est trop peu, trop tard. Trop peu, trop tard, et mauvaise méthode. Simple. Quand bien même vous les concentreriez sur les pays du Sud, ce qui est tout simplement ce que les Allemands n'ont accepté que pour une seule raison, qui est de calmer les marchés financiers pour que ceux-ci ne fassent pas peser trop de suspicions sur l'Italie. Parce que les Allemands ne veulent pas de bien à l'Italie. Ils savent que si l'Italie sort, la zone est morte. Et si la zone est morte, la rente de l'Allemagne est morte. Tout simplement. En tout cas, c'est ce que pense une partie des Allemands. Vous avez une partie d'Allemands, que moi je connais, vu que j'ai participé aux assises des économistes franco-allemands sur l'euro il y a plusieurs années. Donc, où siégeait l'homme qui a déposé le recours de Karlsruhe. Bah, lui, il pense l'inverse. C'est-à-dire qu'il pense que l'euro freine la germanisation de l'Europe. Donc, voilà, si vous voulez, et en Allemagne, vous n'avez que ça. Ceux qui veulent germaniser avec la monnaie, ceux qui veulent germaniser autrement. Mais vous n'avez personne qui ne veut pas germaniser, en tout cas personne qui ait un poids politique réel, conséquent ou même existant. Voilà. Un État, ça n'a pas d'amis, et avec ces gens-là, encore moins. C'est comme ça. Donc, ce que vous devez bien avoir à l'esprit, c'est que de toute façon, la crise qui va arriver va être plus dure pour les pays d'Europe de l'Ouest que pour les autres, pour une seule raison. L'existence même de l'euro fait un microclimat économiquement dépressif et permanent. C'est-à-dire que toute crise globale fait payer à la fois ses propres effets et les effets de ce microclimat dépressif qui est celui de l'euro. Donc, si tu veux, cher, mais nul. Tu perds au grattage, tu perds au tirage. Mais d'un côté, c'est le prix de la servitude. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas la cloche.